Faut-il lire aux enfants des histoires qui font peur ? Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode Deep Impact. Aujourd'hui, alors que je viens de terminer la lecture du pavé de 1045 pages Contes de fées de Stephen King, je te propose d'aborder une question qui divise les parents, les éducatrices, les enseignants depuis des décennies. Faut-il vraiment lire aux enfants des histoires qui font peur, comme certains contes par exemple ? Tu sais, ces contes traditionnels où la sorcière finit brûlée dans un four, où le loup dévore la grand-mère, où les méchantes sœurs se mutilent les pieds pour entrer dans la pantoufle de verre. Ces histoires, ces contes, sont transmises de génération en génération. Pourtant, beaucoup jugent aujourd'hui qu'elles sont trop violentes, trop effrayantes pour les jeunes oreilles. As-tu remarqué comment, depuis un bon moment déjà, les figures effrayantes comme les vampires ou les zombies sont devenues des personnages sympas dans les dessins animés, sont tournés à la dérision ou rendus fun dans les mangas, les BD ou les albums. Est-ce une bonne chose ou pas, selon toi ? Est-ce qu'il faut protéger les enfants de ces récits sombres, voire effrayants ? Ou au contraire, les histoires qui nous font trembler ont-elles un lien avec les peurs ancestrales qui nous habitent, nous, humains ? Et si ces histoires flippantes avaient une fonction essentielle ? La recherche en psychologie est plutôt favorable à cette transmission. C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Le pouvoir des métaphores. Si tu n'as pas écouté mon épisode sur le pouvoir des métaphores en hypnose et en psychologie, je t'invite à aller l'écouter après cet épisode pour en savoir plus. Tu verras, c'est un sujet passionnant. Essayons d'abord de comprendre pourquoi ces histoires fonctionnent si bien, même après des siècles. La métaphore, c'est un peu le langage privilégié de l'inconscient. J'utilise ici le mot inconscient comme une image et non pas comme le concept freudien de l'iceberg sombre tapis au fond de ton psychisme. Disons que quand quelque chose te semble compliqué à exprimer avec des mots ou quand ton émotion est difficilement identifiable, la métaphore est le langage simple et naturel qui t'aide à y voir plus clair. Tu veux un exemple ? Est-ce que ça t'est déjà arrivé de rêver que tu allais au lycée sans vêtements ? Ton cauchemar à ce moment-là était peut-être l'expression de ta peur d'échouer en cours, ou autre chose, une peur trop difficile à affronter de manière directe et que ton cerveau transforme en image plus simple à assimiler. Même si les troubadours d'autrefois créaient le lien social au cœur des villages, les contes traditionnels ne sont pas uniquement de simples divertissements. Ils parlent le langage de l'inconscient, celui des symboles et des métaphores. Et c'est exactement ça qui les rend si puissants pour les enfants. Prenons un exemple concret. Dans Le Petit Chaperon rouge, le loup ne représente pas vraiment un animal sauvage. Une des interprétations possibles est qu'il s'agit d'une métaphore des dangers du monde extérieur, de la séduction trompeuse, des personnes qui se présentent sous un jour rassurant mais ont de mauvaises intentions, voire des atteintes à l'intégrité sexuelle. Quand le loup demande « tire la chevillette et la bobinette, cher rat », c'est une image de la confiance trahie. Bruno Bettelheim, psychanalyste autrichien qui a révolutionné notre compréhension des contes dans son ouvrage majeur « Psychanalyse des contes de fées », publié en 1976, explique que ces métaphores permettent à l'enfant de donner forme à ses angoisses intérieures. L'enfant ne craint pas vraiment le loup dans la forêt. Il craint l'abandon, la séparation d'avec ses parents, sa propre vulnérabilité face au monde. Pourquoi est-ce une bonne idée d'utiliser la métaphore plutôt qu'un discours direct ? C'est vrai ça, tu pourrais te dire, mais pourquoi ne pas simplement parler directement aux enfants de ces peurs, sans tourner autour du pot avec des sorcières et des lutins maléfiques ? Tout d'abord, il faut savoir que le cerveau des jeunes enfants, selon leur stade de développement, n'est pas encore capable de penser de manière abstraite. Si cette question t'intéresse, tu peux aller voir le travail de Piaget, de Winnicott ou encore de Vygotsky. Même si depuis leurs travaux, on a évolué sur nos représentations de nombreux concepts, les modèles de ces psychologues constituent des bases de compréhension intéressantes. À un certain âge,
La pensée de l'enfant est concrète et s'appuie sur des images. Dire à un enfant « il ne faut pas faire confiance aux inconnus » est important, mais c'est assez complexe à comprendre pour un petit humain. Raconter comment le loup déguisé a trompé le petit chaperon rouge, ça peut être intéressant pour véhiculer ce type de message. Passer par la métaphore plutôt que par le récit du réel joue plusieurs rôles essentiels. D'abord, ça crée une distance protectrice. C'est arrivé à quelqu'un d'autre, ça se passe dans un autre monde. Ensuite, ça permet une certaine projection. L'enfant peut explorer ses propres peurs sans se sentir directement menacé. Et enfin, ça offre une résolution. Contrairement aux peurs réelles qui peuvent sembler sans solution, le conte montre toujours une issue. Les travaux de la psychologue Melanie Klein sur le développement infantile confirment que les enfants utilisent naturellement le jeu symbolique pour traiter leurs émotions difficiles. Le conte est simplement une forme structurée de ce processus naturel. La transmission intergénérationnelle. De nombreuses histoires qu'on raconte encore aujourd'hui ont traversé le temps. Je t'invite à te poser cette question. Pourquoi ces contes, ces récits, ont-ils survécu pendant des siècles, voire des millénaires ? Les 1001 nuits, Cendrillon, Barbe Bleue, Hansel et Gretel. Ces récits ont été transmis oralement bien avant d'être couchés sur papier ou adaptés pour le cinéma. Ils ont traversé les cultures, les langues, les continents. Ce n'est pas un hasard. Charles Perrault, au XVIIe siècle, les frères Grimm, au XIXe, ont collecté ces histoires populaires parce qu'elles répondaient à quelque chose d'universel. L'anthropologue Claude Lévi-Strauss parlerait de structure élémentaire de la pensée humaine. Son idée était que certains schémas de pensée sont universels à toute l'espèce humaine. Si tu n'es pas contaminé par des idées essentialistes à la gomme, ce concept doit te sembler d'une évidence magistrale. Les contes, les récits de tradition orale, témoignent de ce qu'on pourrait appeler la sagesse collective. Les histoires transmises à travers le temps et l'espace portent en elles une forme de sagesse psychologique collective. Elles abordent des thèmes universels dont voici quelques exemples. Attention, ce sont des exemples d'interprétation, mais les contes sont porteurs de sens multiples, variables, interprétables de moult manières selon l'angle avec lequel on choisit de les analyser. Voici donc quelques exemples de thèmes universels. La jalousie fraternelle dans Cendrillon. La parentalité dans Hansel et Gretel. Le passage de l'enfance à l'adolescence dans La Belle au bois dormant. On pourrait se questionner sur les valeurs patriarcales de ce conte. L'affirmation de soi face à l'autorité dans de nombreux récits, Jack et le haricot magique, Le Petit Poucet, etc. La dissimulation dans Barbe Bleue. Et puis voilà, il y en a encore plein, mais là je te donne juste quelques exemples pour te faire une idée. Bettelheim souligne que ces histoires ont été affinées au fil des générations pour répondre précisément aux besoins psychologiques des enfants. Elles n'ont pas été inventées par un auteur unique, mais polies par des milliers de narrateurs qui ont gardé ce qui fonctionnait et écarté ce qui ne touchait pas leur audience. C'est pour ça qu'aujourd'hui encore, on continue d'apporter des modifications. Je te parlais tout à l'heure de l'exemple de La Belle au bois dormant, qui aujourd'hui peut être un conte intéressant à décortiquer sous le prisme du consentement. Essayons d'observer de plus près un exemple précis pour illustrer notre sujet du jour. Prenons l'exemple d'Hansel et Gretel. Si on prend l'histoire au pied de la lettre, le pitch ressemble à ça. 2 enfants abandonnés dans la forêt par leurs parents qui tombent sur une sorcière cannibale. Horrible, n'est-ce pas ? Mais si on regarde plus profondément, cette histoire parle de l'angoisse d'abandon que ressentent tous les enfants, la nécessité de grandir et de devenir autonome. Les enfants doivent apprendre à se débrouiller seuls, notamment quand ils rentrent à l'école maternelle. Le thème de la régression. La maison en pain d'épices représente ce désir régressif, retourné à une forme de dépendance infantile où nos parents se chargeaient de nous nourrir. Un peu plus pragmatiquement, le triomphe de l'ingéniosité sur la force brute. Gretel pousse la sorcière dans le four. Le psychiatre Carl Gustav Jung a développé le concept d'archétype. Pour lui, la sorcière représente la mauvaise mère, celle qui dévore au lieu de nourrir. En confrontant et en vainquant cette figure, les enfants du conte, et l'enfant qui l'écoute, se libèrent de leur peur infantile. Je reste prudente avec les archétypes jungiens, que personnellement je prends avec beaucoup de recul, car ils n'ont pas vraiment d'assise scientifique
et tu connais l'importance que j'accorde à la validation scientifique. Les recherches contemporaines en psychologie du développement, notamment celle de Vanessa Labohu, The Baby Scientist, montrent que les enfants sont naturellement attirés par les informations concernant les menaces potentielles. C'est un mécanisme d'adaptation. Apprendre à reconnaître et à gérer le danger. Les contes offrent un cadre sécurisé pour cet apprentissage. J'ai beaucoup aimé son article concernant la peur, dans lequel elle explique que cette émotion est universelle, mais qu'elle est provoquée par des choses différentes, en fonction notamment de nos références culturelles. Je trouve que ça éclaire aussi notre questionnement à propos des histoires effrayantes. Peut-être que je m'interdis de raconter certaines histoires à mon enfant parce qu'elles m'effrayent moi, mais que lui ressentirait une émotion différente à l'écoute de ce récit. Est-ce une bonne idée d'édulcorer ? Parlons pour illustrer ce côté édulcoré du problème des versions Disney. Les adaptations très libres et outrageusement édulcorées de Disney s'éloignent parfois beaucoup du conte d'origine. Ne te méprends pas, même si aujourd'hui je suis totalement de la team Ghibli, j'ai dévoré les films Disney quand j'étais petite. Mais ils transforment fondamentalement la nature des contes. Prenons quelques exemples. La petite sirène. Dans la version d'Andersen, la sirène n'obtient pas l'amour du prince, ressent à chaque pas comme des lames de couteau dans ses pieds et se transforme finalement en écume de mer. Dans la version Disney, il y a une fin heureuse et même une suite où elle a un bébé. La Belle au bois dormant. Dans les versions traditionnelles, le prince ne réveille pas la princesse par un baiser. Dans la version que présente Perséforeste, qui date de 1340, elle se réveille en accouchant après que le prince a abusé d'elle endormie, et c'est son bébé qui la libère du sortilège en tétant son doigt, ce qui enlève l'écharde. Oui, on est loin de la version Disney qui propose un baiser, tout de même pendant le sommeil de la princesse, suivi d'un mariage. Cendrillon. Dans la version des frères Grimm, les belles-sœurs se coupent les orteils et le talon pour entrer dans la pantoufle, et des pigeons leur crèvent les yeux lors du mariage. Disney a enlevé toute cette partie. Alors, qu'est-ce qu'on perd en édulcorant ? Est-ce que c'est un problème de rendre ces histoires plus douces ? Premièrement, tout d'abord, on perd l'aspect cathartique. Bettelheim insiste sur ce point. Les enfants ont besoin de voir que les méchants sont punis de manière définitive et proportionnelle à leurs crimes. Ce n'est pas de la cruauté gratuite, c'est de la justice psychologique. Quand les belles-sœurs de Cendrillon sont punies, cela répond au sentiment d'injustice que ressent l'enfant face à la cruauté. Le monde retrouve son équilibre moral. Dans la version édulcorée, Cendrillon pardonne simplement, ce qui peut laisser l'enfant avec un sentiment d'inachevé, voire de culpabilité pour ses propres sentiments de colère. Deuxièmement, on nie les émotions complexes. Les versions originales reconnaissent que les personnages peuvent avoir des émotions contradictoires, des désirs sombres, de la colère, des émotions et des comportements jugés inacceptables. Les versions tempérées présentent des personnages plus manichéens, totalement bons ou totalement méchants. La psychologie a montré, comme par exemple dans les travaux en psychologie du développement de Susan Harter, que les enfants ont besoin d'intégrer leurs émotions contradictoires pour développer une identité saine et une bonne estime de soi. Les contes originaux leur montrent qu'on peut être à la fois aimant et jaloux, courageux et effrayé. Troisièmement, on retire la dimension initiatique. Les contes traditionnels sont des récits initiatiques. Le héros ou l'héroïne doit traverser des épreuves difficiles, parfois terrifiantes, pour grandir et se transformer. C'est le schéma qu'on appelle le voyage du héros, décrit par Joseph Campbell. Dans Réponse, la sorcière crève les yeux du prince. C'est horrible, mais c'est aussi symbolique. Il doit perdre sa vue physique pour développer une vision intérieure. Il retrouvera la vue grâce aux larmes de Réponse, mais seulement après avoir été transformé par l'épreuve. Quand on supprime ces épreuves ou qu'on les adoucit, on prive l'enfant du message que la croissance passe par l'épreuve, que la peur peut être surmontée, que la souffrance peut avoir un sens, que les problèmes peuvent trouver des solutions. Dans Le Petit Poucet, les parents abandonnent leurs enfants parce qu'ils n'ont plus de quoi les nourrir.
L'ogre veut les manger. Le petit Poucet doit ruser pour sauver ses frères et il y parvient en faisant égorger les filles de l'ogre à leur place. Tu trouves ça violent ? Cette histoire parle de l'angoisse économique et sociale, c'est-à-dire la pauvreté qui menace la famille, l'intelligence qui triomphe de la force, le petit qui devient le héros, la loyauté fraternelle. La psychologue québécoise Jeanne-Marie Rugira, qui travaille sur la narration et ses fonctions thérapeutiques, explique que supprimer les éléments difficiles d'un conte revient à retirer les marches d'un escalier. L'histoire perd sa structure, son rythme, son pouvoir transformateur. Quatrièmement, le respect de l'enfant dans tout ça. Finalement, édulcorer les contes, c'est un peu sous-estimer les capacités psychologiques de l'enfant. Les enfants peuvent faire la différence entre fiction et réalité. Ils comprennent que « il était une fois » signifie « dans un autre monde ». Les enfants de 4-5 ans savent déjà distinguer les récits fantastiques de la réalité. Leur faire confiance avec des histoires complexes, c'est respecter leur intelligence. Conseils pratiques. Comment raconter ces histoires ? Bien sûr, cela ne signifie pas qu'il faut lire n'importe quelle version à n'importe quel âge sans précaution. Voici quelques recommandations. 1. Choisir le bon moment et la bonne version. Pour les très jeunes enfants, moins de 3-4 ans, choisis plutôt des versions qui préservent la structure et le sens, mais avec un langage adapté. Privilégie les versions où tu peux moduler ta lecture selon les réactions de l'enfant. À partir de 5-6 ans, la plupart des enfants peuvent entendre des versions plus complètes des contes traditionnels. 2. Créer un cadre sécurisant. Le rituel du conte est important. Les enfants doivent être confortablement installés, avec toi à proximité. La voix, le ton, le rythme comptent autant que les mots. Tu es là, présent, présente, et cela crée un espace sécurisé pour explorer les émotions difficiles. Sois attentive ou attentif aux réactions de l'enfant. 3. Permettre les questions et les réactions. Si l'enfant est effrayé, ne minimise pas. Tu as eu peur ? C'est normal, c'était un moment effrayant, mais regarde, à la fin le héros a gagné. Accompagne l'émotion, puis montre la résolution. N'insiste pas avec une histoire effrayante si l'enfant est perturbé ou refuse carrément d'écouter un récit. Bettelheim souligne que les enfants redemandent souvent les mêmes histoires. C'est qu'ils travaillent psychologiquement sur les thèmes abordés. La répétition est thérapeutique. 4. Faire confiance aux contes. Les contes traditionnels ont traversé les siècles parce qu'ils fonctionnent. Fais-leur confiance. Tu n'as pas besoin d'expliquer le symbolisme à l'enfant. Son inconscient comprend le message. C'est le signe que ça marche. Pense aussi à écouter ton propre ressenti et tes propres émotions. Si une histoire te met personnellement mal à l'aise, ne t'oblige pas à la lire. Laisse une autre personne partager cette histoire avec ton enfant ou laisse-lui l'opportunité de la lire tout seul quand il sera plus grand. Comment savoir si un conte convient à ton enfant ? Certains indices sont faciles. Il ou elle demande à les réentendre. Il ou elle joue les personnages ensuite. Il ou elle pose des questions sur l'histoire. Il ou elle semble satisfait, satisfaite à la fin. Si un conte provoque vraiment une détresse durable, c'est peut-être trop tôt. Mais une peur passagère pendant l'histoire, suivie de soulagement à la fin, c'est souvent l'effet recherché. C'est ça qu'on appelle la catharsis. Le cas particulier de La Belle et la Bête. Tu l'auras compris à travers cet épisode, les sciences de la psychologie, de l'anthropologie et de la sociologie recommandent de partager les contes traditionnels avec les enfants. En restant vigilant, vigilante sur le moment adapté selon leur âge, mais plutôt en conservant les versions originales. Je vais cependant faire une exception personnelle concernant le conte La Belle et la Bête, qui selon moi devrait rester dans les placards jusqu'à ce que l'enfant ait atteint un âge suffisamment avancé pour avoir un vrai esprit critique concernant cette histoire. Je m'explique. La version de Marie-Antoinette Le Prince de Beaumont est justifiée ainsi par l'autrice. La Belle, voyant quelle extrémité elle réduit par ses refus la pauvre bête, passe sous l'impulsion de la compassion unie à l'estime, de l'amitié à l'amour. Des sentiments purs, estime, délicatesse, élégance morale, reconnaissance en sont les motifs.
On trouve ici la justification des mariages fréquents à cette époque, entre hommes mûrs, souvent veufs, et filles très jeunes. Il ne restait à ces maris âgés qu'à entourer leur jeune épouse de tous les égards, et aux jeunes femmes à respecter la situation mondaine et la valeur des quadragénaires. Dans ce conte, on met en valeur les vertus du sacrifice, de la femme dévouée qui se sacrifie pour son père, puis pour son union forcée, est méritante d'offrir sa sexualité à un être repoussant. Qu'être captive d'une vilaine bête, c'est sympa finalement. Vous me voyez venir en ce qui concerne le silence imposé aux femmes, ce qui est considéré comme vertueux, l'image qu'on donne aux petites filles concernant les sacrifices du mariage et de faire passer le désir des hommes, obéir à son père, puis plaire à son époux, avant ses besoins à elle. Quand j'étais petite, j'aimais beaucoup cette histoire car je voyais l'aspect « il ne faut pas s'arrêter aux apparences, c'est la beauté de la personnalité qui compte » et la bête devient alors un prince. Sauf qu'en grandissant, on voit bien que cette vérité n'est valable que dans un sens. Les hommes aiment la belle pour sa beauté physique. Son père n'hésite pas à la sacrifier pour retrouver sa propre liberté. Et la bête n'aime la belle que parce qu'elle est belle et gentille avec lui. Les hommes, dans cette histoire, ont le droit d'être superficiels et d'écouter leurs désirs. Les femmes doivent être gentilles et dévouées et les aimer tels qu'ils sont. Belle leçon de patriarcat. C'était la minute féministe, n'y vois ici qu'une manière de voir cette histoire et garde uniquement ce qui résonne avec ton ressenti personnel. Si on prend mon exemple, j'aimais beaucoup cette histoire étant petite, je ne la vois plus de la même façon aujourd'hui, j'ai pu me construire un avis personnel à travers le temps et les apprentissages de la vie. Conclusion. Alors, faut-il lire aux enfants des histoires qui font peur ? La réponse de la psychologie est claire, oui, absolument. Ces contes sont des outils psychologiques précieux qui aident les enfants à donner forme à leurs angoisses, développer leur courage, leur créativité, leur capacité d'adaptation, comprendre que les épreuves peuvent être surmontées, intégrer la complexité du monde et des émotions humaines. Les métaphores des contes parlent directement à l'inconscient de l'enfant. La transmission intergénérationnelle a affiné ces récits pour qu'ils répondent précisément aux besoins développementaux. Et édulcorer ces histoires, c'est leur retirer leur pouvoir transformateur. Comme le disait Chesterton, les contes de fées ne disent pas aux enfants que les dragons existent, les enfants savent déjà que les dragons existent. Les contes de fées disent aux enfants que les dragons peuvent être vaincus. Alors ce soir, en lisant une histoire aux enfants de ton entourage, peut-être choisiras-tu la version où le loup finit vraiment dans la marmite, où la sorcière brûle dans son four, où le héros traverse l'épreuve. Et tu lui offriras, sans le savoir, un espace pour grandir, pour affronter ses peurs, et pour comprendre qu'ils ont en eux les ressources pour triompher. Dans cet épisode, le sujet met le focus sur un type particulier d'histoire effrayante. On parle bien ici de récits traditionnels et de contes qui ont traversé les âges. En ce qui concerne les histoires modernes, tu peux appliquer les mêmes filtres dont je t'ai parlé plus haut, mais garde bien en tête que ces récits récents n'ont pas le recul culturel des contes ancestraux. Pour conclure, que ce soit au sujet des contes, des récits célèbres ou des albums plus modernes, ce que tu ressens devant une histoire reste ta meilleure jauge. Ça et les réactions, les discussions que tu pourras avoir avec les enfants de ton entourage concernant ces histoires et les émotions qu'elles provoquent. Et le roman Contes de fées de Stephen King alors ? Je l'ai trouvé intéressant d'un point de vue littéraire. Le défi était d'intégrer les contes traditionnels dans son univers horrifique. J'ai trouvé la première partie géniale et la partie dans le monde parallèle ultra violente, comme quoi le contexte dans lequel l'histoire est contée est de la plus haute importance. Je vais faire un épisode bonus pour accompagner cet épisode dans lequel je lirai un conte traditionnel. Je te laisse noter dans les commentaires, voter pour le conte que tu souhaiterais entendre. Bonne journée et à bientôt. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!